Ce jour-là, Montpellier semblait baigné dans une apparente tranquillité, mais derrière cette façade paisible se dissimulait une tension profonde, presque invisible, prête à éclater à tout moment. Plusieurs destins allaient se croiser, chacun entraîné dans une spirale où les émotions, les décisions et les conséquences ne pourraient plus être dissociées. Depuis la mort d'Elliot, Eve vivait dans un état de fracture intérieure dont elle ne parvenait pas à se relever. La douleur ne se limitait pas à l'absence de son fils, elle s'était transformée en une blessure persistante, alimentée par un sentiment d'injustice et d'impuissance. Chaque jour qui passait renforçait cette impression que rien ne pouvait réparer ce qui avait été brisé. Pourtant, jusque-là, elle s'était accrochée à une forme de retenue, tentant de rester digne face à ce drame. Mais l'annonce de l'adoption de Thomas par Boris venait bouleverser cet équilibre fragile. Pour Eve, cette décision ne représentait pas seulement une nouvelle étape dans la vie de l'enfant, mais une remise en cause de la mémoire d'Elliot lui-même. Elle avait le sentiment que cette adoption effaçait progressivement la place de son fils, comme si l'histoire pouvait être réécrite sans lui. Cette idée s'imposait à elle avec une force de plus en plus insoutenable, transformant sa tristesse en une colère silencieuse. Elle avait pourtant essayé d'intervenir, d'ouvrir le dialogue avec Muriel, de faire entendre sa position. Mais ces tentatives s'étaient heurtées à une réalité juridique implacable. En tant que grand-mère, elle ne disposait d'aucun levier pour s'opposer à la procédure. Ce constat l'avait plongée dans une solitude encore plus grande, renforçant l'impression qu'elle n'avait plus aucun contrôle sur les événements. C'est précisément dans cet isolement que sa détermination avait commencé à se structurer, lentement mais irréversiblement. Pendant que cette décision prenait forme en elle, Boris avançait dans une direction totalement opposée. Il se projetait dans l'avenir avec Muriel, cherchant à construire quelque chose de stable et de durable. Le lieu qu'il avait choisi pour leur mariage traduisait cette volonté d'ancrer leur relation dans une perspective apaisée, loin des tensions passées. Muriel, de son côté, se laissait porter par cette promesse de renouveau, voyant en Boris un soutien capable d'offrir à Thomas un cadre sécurisant. Cependant, cette construction reposait sur un équilibre fragile. Derrière l'engagement de Boris, certains observateurs, comme Manu, percevaient une dimension plus complexe. L'idée que cette adoption puisse également servir à atténuer, voire à effacer la présence d'Elliot dans la vie de Thomas ne pouvait être totalement écartée. Manu, en tentant de rester objectif, reconnaissait la légitimité de Boris dans son rôle auprès de l'enfant, mais il ne pouvait ignorer les implications symboliques d'un tel acte. Face à lui, Eve avait exprimé son désarroi avec une retenue apparente qui masquait difficilement l'intensité de son trouble. Elle avait expliqué ses démarches, ses discussions avec Muriel, et l'échec de chacune d'elles. Rien n'avait permis de modifier le cours des choses, et cette impuissance avait fini par se transformer en une résolution intérieure dont elle seule mesurait la portée. Au même moment, une autre situation évoluait dans un registre différent, mais tout aussi tendu. Clémence, engagée dans un processus de sevrage, traversait une phase critique qui affectait à la fois son corps et son esprit. Les symptômes physiques, marqués par des douleurs et des frissons, s'accompagnaient d'une instabilité émotionnelle croissante. Son comportement devenait imprévisible, oscillant entre détresse et agitation. Alain, conscient des risques liés à cette période, tentait de gérer la situation avec prudence. Il savait que le sevrage pouvait provoquer des réactions extrêmes et il avait alerté Flore sur la nécessité de rester vigilante. Malgré ces précautions, Clémence parvint à profiter d'un moment d'inattention pour mettre en œuvre un plan dicté par son besoin urgent de soulagement. En manipulant subtilement Flore, elle réussit à créer une opportunité pour rester seule. Dès que cette dernière quitta les lieux, Clémence se mit à fouiller la maison avec une détermination fébrile. Sa recherche n'était pas désordonnée, elle répondait à un objectif précis, retrouver les médicaments susceptibles d'apaiser son état. Lorsqu'elle parvint à mettre la main sur la boîte, son comportement changea immédiatement, révélant l'urgence de sa dépendance. Le retour de Flore marqua le début d'une montée de tension. Face à la porte close, l'inquiétude se transforma rapidement en panique. Incapable d'obtenir une réponse de Clémence, elle tenta de joindre Alain, sans succès immédiat. Le temps semblait suspendu, chaque minute augmentant le risque d'un drame. Lorsqu'Alain arriva enfin, il comprit immédiatement la gravité de la situation. Après une tentative de dialogue restée vaine, il fut contraint d'intervenir physiquement en forçant la porte. Cette action permit de mettre fin à l'incertitude, révélant une réalité moins dramatique que redoutée mais néanmoins préoccupante. Clémence n'avait ingéré qu'une quantité limitée de médicaments, insuffisante pour provoquer une overdose, mais révélatrice de son état de fragilité extrême. Cet épisode laissait apparaître une vérité difficile à ignorer. Clémence se trouvait dans une zone critique où chaque décision pouvait avoir des conséquences graves.
Alain, malgré le soulagement immédiat, ne pouvait ignorer la nécessité d'une vigilance accrue, d'autant plus que cette situation venait perturber d'autres aspects de sa vie, notamment sa relation avec Elisabeth, déjà fragilisée par ses priorités professionnelles et personnelles. Parallèlement à ces tensions visibles, un autre plan, beaucoup plus discret, se mettait en place avec une précision inquiétante. Alice Lombard, agissant dans l'ombre, attendait le moment propice pour intervenir. Elle connaissait parfaitement le rôle qui lui avait été confié et les risques associés à son exécution. Chaque geste devait être mesuré, chaque mouvement calculé pour éviter toute suspicion. Lorsque Nathalie Jiménez quitta temporairement son poste, Alice saisit cette opportunité avec une efficacité remarquable. L'action fut rapide, presque imperceptible, consistant à introduire un médicament dans la canette de la détenue. Aucun élément visible ne permettait de détecter l'altération, ce qui rendait l'acte d'autant plus dangereux. Peu après, Ève reçut la confirmation que l'opération avait été menée à bien. Le message, formulé de manière codée, s'intégrait dans une stratégie visant à dissimuler toute implication directe. Cette communication discrète renforçait le sentiment de contrôle qu'Ève avait progressivement reconstruit. Là où elle s'était sentie impuissante, elle percevait désormais une forme d'action concrète. C'est dans cet état d'esprit que Sabine fit irruption, introduisant une dimension presque ordinaire dans une situation pourtant exceptionnelle. Sa présence ne correspondait pas au contexte réel des événements, mais Ève choisit de maintenir les apparences. Elle l'accueillit avec une attitude maîtrisée, donnant l'impression que rien d'inhabituel ne se déroulait. Pendant ce temps, les effets du poison commençaient à se manifester chez Nathalie Jiménez. Les premiers signes, discrets, évoluèrent rapidement vers une détérioration physique plus marquée. Les vertiges s'intensifièrent, la respiration devint difficile, et une sensation de perte de contrôle s'installa progressivement. Face à cette dégradation, Jiménez tenta de réagir, cherchant à se déplacer pour alerter quelqu'un. Cependant, ses capacités diminuèrent rapidement, rendant chaque mouvement plus difficile. Dans un effort ultime, elle essaya de se rapprocher de la porte de sa cellule, espérant attirer l'attention. Mais cet effort resta inachevé. Son corps céda avant qu'elle ne puisse atteindre son objectif, et elle s'effondra au sol, perdant connaissance dans un silence total. Cette chute marquait l'aboutissement du plan mis en œuvre en amont, dont les conséquences restaient encore incertaines. Au même instant, dans un environnement totalement opposé, Ève partageait un moment en apparence banal avec Sabine et Manu. Elle levait son verre, adoptant une posture détendue qui contrastait avec la gravité des événements en cours. Cette dissociation entre l'apparence et la réalité traduisait l'évolution profonde de son état intérieur. Ce qui venait de se produire n'était pas seulement un acte de vengeance, mais le signe d'un basculement définitif. Ève n'était plus dans l'attente ou la souffrance passive. Elle était entrée dans une logique d'action, assumant pleinement les conséquences de ses choix. Et alors que la nuit continuait de s'installer sur Montpellier, une question demeurait en suspens, lourde de sens. Nathalie Jiménez survivrait-elle à ce qui venait de lui être infligé, ou ce geste marquerait-il un point de non-retour pour tous ceux impliqués, de près ou de loin, dans cette affaire? Dans les minutes qui suivirent l'effondrement de Nathalie Jiménez, le temps sembla se fragmenter en deux réalités distinctes qui évoluaient en parallèle sans jamais se rencontrer. D'un côté, l'urgence silencieuse d'une cellule où un corps venait de céder sous l'effet d'un poison invisible. De l'autre, la normalité apparente d'un apéritif partagé, où les gestes, les sourires et les échanges donnaient l'illusion d'un quotidien intact. Dans sa cellule, Nathalie Jiménez gisait au sol, son corps inerte trahissant une lutte intérieure qui s'était interrompue brutalement. Les derniers instants de conscience qu'elle avait traversés s'étaient transformés en une expérience désorientante, marquée par une perte progressive de repères. La sensation d'étouffement, la difficulté à respirer, la confusion mentale, tout avait convergé vers une défaillance physique irréversible à cet instant précis. Pourtant, rien dans cet espace clos ne permettait encore de mesurer l'ampleur des conséquences. À l'extérieur, les mécanismes habituels de la détention continuaient leur cours, inconscients du drame qui venait de se produire. Ce décalage entre l'événement et sa perception allait créer un intervalle critique, un laps de temps durant lequel tout pouvait encore basculer dans un sens comme dans l'autre. Pendant ce temps, Ève, installée à table avec Manu et Sabine, maintenait une posture d'un calme remarquable. Son attitude ne laissait transparaître aucune agitation particulière, comme si elle parvenait à compartimenter parfaitement ce qu'elle venait de déclencher. Elle participait à la conversation, répondait aux remarques, adoptait les codes sociaux attendus, mais derrière cette façade maîtrisée, son esprit restait entièrement focalisé sur une seule question. Le plan avait-il atteint son objectif final?
La présence de Sabine introduisait une dimension presque ironique dans la situation. Venue partager un moment convivial, elle ignorait totalement la portée des événements en cours. Elle évoquait des sujets ordinaires, s'inscrivait dans une dynamique relationnelle classique, sans percevoir le décalage profond entre ce cadre rassurant et la réalité que vivait Ève intérieurement. Manu, quant à lui, observait sans juger, fidèle à son positionnement habituel. Il percevait les tensions, mais sans pouvoir encore en identifier la source réelle. Dans cet espace, chaque mot, chaque geste d'Ève prenait une signification particulière. Son sourire, bien que maîtrisé, n'était plus celui d'avant. Il ne s'agissait pas d'un apaisement, mais d'une forme de résolution. Ce qui s'était enclenché en elle ne relevait plus du doute, mais d'une logique assumée, structurée, presque froide. À quelques kilomètres de là, Alice Lombard, après avoir exécuté sa mission, s'était retirée avec la discrétion qui avait caractérisé chacun de ses gestes. Elle savait que son rôle s'arrêtait à l'acte lui-même. Elle n'avait ni le contrôle, ni même la visibilité sur les conséquences immédiates de ce qu'elle venait de provoquer. Pourtant, une tension persistait en elle, liée à la nature même de l'action accomplie. Ce type d'intervention ne laissait jamais totalement indifférent, même lorsqu'il était préparé avec précision. Le message envoyé à Ève, sous forme codée, représentait la seule trace tangible de cette collaboration. Une phrase anodine en apparence, mais qui, pour les deux femmes, contenait toute la portée de l'événement. Ce système de communication témoignait d'une organisation réfléchie, visant à limiter les risques tout en assurant une transmission efficace de l'information. Pendant ce temps, dans un tout autre registre, la situation de Clémence continuait de produire ses propres répercussions. L'épisode de la porte défoncée avait laissé une empreinte durable sur l'ensemble des personnes impliquées. Alain, bien qu'ayant évité le pire, restait profondément préoccupé par l'état de Clémence. Il savait que cet incident n'était pas un point final, mais au contraire un signal d'alerte. Clémence, après avoir relâché la tension accumulée, se trouvait désormais dans une phase de fatigue intense. Les larmes qu'elle avait versées traduisaient autant une détresse physique qu'un épuisement psychologique. Flore, témoin direct de la scène, était encore sous le choc. Elle avait mesuré, en quelques instants, à quel point la situation pouvait lui échapper. Cette séquence venait également raviver les tensions dans la vie personnelle d'Alain. Lorsqu'il avait contacté Elisabeth pour lui annoncer qu'il devait rester mobilisé, la réaction de cette dernière n'avait pas été neutre. Derrière son apparente retenue, une frustration grandissante s'exprimait. Elle avait le sentiment de passer au second plan, de voir ses attentes reléguées derrière des urgences qui ne la concernaient pas directement. Ce déséquilibre, déjà présent, risquait de s'accentuer avec le temps. Parallèlement, le procès de Nathalie Jiménez poursuivait son déroulement, ignorant encore les événements qui venaient de se produire. Florent, dans son rôle d'avocat, continuait de structurer sa stratégie autour d'un axe précis, exploiter le doute. Il savait que les éléments à charge étaient importants, mais il misait sur la capacité à fragiliser la certitude des jurés. Face à lui, Jiménez avait adopté une posture de défi. Elle refusait d'endosser une responsabilité qu'elle estimait injuste, rejetant la faute sur d'autres protagonistes impliqués dans l'affaire. Sa relation avec Florent était marquée par une tension constante. Elle attendait de lui des résultats concrets, tout en remettant en cause ses méthodes. Cette dynamique conflictuelle compliquait davantage la tâche de l'avocat, qui devait composer avec une cliente difficile tout en maintenant une ligne de défense cohérente. Pendant ce temps, Boris et Muriel poursuivaient leurs préparatifs de mariage, inscrivant leur relation dans une temporalité de plus en plus concrète. La date fixée à 15 jours donnait une dimension imminente à leur engagement. Ce projet commun représentait, pour eux, une manière de stabiliser leur situation, de construire un cadre familial solide autour de Thomas. Cependant, cette perspective n'était pas partagée par tous. L'absence probable d'Ève et de Catherine à la cérémonie soulignait les fractures existantes. Ce mariage, loin de réunir, mettait en évidence les divisions, les désaccords et les tensions latentes. Dans ce contexte, la question de l'adoption prenait une dimension encore plus symbolique. Elle ne concernait pas seulement l'avenir de Thomas, mais aussi la manière dont chacun choisissait de se positionner face au passé. Revenons à la cellule. Le corps de Nathalie Jiménez, toujours étendu au sol, demeurait sans réaction visible. Le silence pesant qui l'entourait renforçait l'impression d'une suspension du temps. Pourtant, à tout moment, cette situation pouvait être interrompue par une intervention extérieure. Un surveillant, un contrôle de routine, un élément imprévu pouvait venir rompre cet isolement. Ce moment charnière représentait une incertitude totale. Dans l'appartement d'Ève, l'atmosphère restait étonnamment stable.
Sabine, toujours dans une dynamique conviviale, ne percevait aucun signe d'alerte. Manu, quant à lui, continuait d'observer, captant des détails sans encore les relier entre eux. Ève, au centre de ce dispositif, maintenait une cohérence apparente, mais son regard trahissait par instants une profondeur inhabituelle. Elle ne cherchait plus à comprendre ce qui allait se passer. Elle attendait. Cette attente n'était pas passive. Elle était habitée par une tension contrôlée, par une anticipation des conséquences. Elle savait que le moment où la réalité éclaterait au grand jour approchait. Et avec lui, la fin définitive d'une certaine forme d'équilibre. Ce qui venait de se produire dépassait désormais le cadre d'une vengeance personnelle. C'était un point de bascule, un événement susceptible de redéfinir les trajectoires de tous les personnages impliqués. Et dans ce jeu d'ombre et de silence, une seule question persistait, suspendue au-dessus de chacun sans encore trouver de réponse. Nathalie Jiménez allait-elle survivre à cette tentative, ou bien cet acte marquerait-il le début d'une chaîne de conséquences irréversibles? L'intervalle d'incertitude qui avait suivi l'effondrement de Nathalie Jiménez ne pouvait pas durer indéfiniment. Dans l'univers carcéral, même les silences finissent par être rompus, même les espaces les plus clos finissent par révéler ce qu'ils tentent de contenir. Ce n'était qu'une question de temps avant que quelqu'un remarque l'absence de mouvement, l'anomalie, le détail qui ne correspondait plus à la routine. Dans la cellule, le corps de Jiménez restait étendu, immobile, comme suspendu dans une zone intermédiaire entre la vie et la perte de conscience totale. Son organisme continuait de lutter, de manière invisible, contre les effets du produit introduit dans son système. Cette lutte silencieuse, imperceptible à l'œil nu, constituait pourtant le point de bascule entre deux issues radicalement opposées. Le moment où un surveillant finit par passer dans le couloir marqua une rupture brutale dans cet état de suspension. Le regard, d'abord distrait, s'arrêta sur la posture inhabituelle de la détenue. Ce qui, au départ, aurait pu passer pour un simple malaise prit rapidement une dimension plus inquiétante. L'absence de réaction, l'immobilité prolongée, tout indiquait que la situation dépassait le cadre d'un incident ordinaire. L'alerte fut donnée avec une rapidité mécanique, presque automatique. Les protocoles se mirent en place, les appels furent lancés, et en quelques instants, l'espace jusque-là silencieux se transforma en un lieu d'intervention. Ce passage de l'isolement à l'action créa une dynamique nouvelle, dans laquelle chaque seconde devenait déterminante. Pendant ce temps, à distance de cette agitation, Ève poursuivait son dîner dans une atmosphère qui semblait imperméable à toute perturbation extérieure. Sabine continuait d'échanger avec elle et Manu, évoquant des sujets du quotidien avec une spontanéité intacte. Ce contraste entre la gravité des événements en cours et la légèreté de la conversation produisait un effet presque irréel. Ève, quant à elle, maintenait une cohérence comportementale remarquable. Elle participait aux échanges, répondait avec justesse, sans jamais laisser transparaître la moindre rupture. Pourtant, derrière cette apparence, son attention restait entièrement tournée vers un ailleurs invisible. Elle n'attendait pas une information précise, mais un signal, un moment où ce qu'elle avait enclenché deviendrait une réalité incontestable. Manu, fidèle à son instinct, percevait une forme de décalage. Rien de suffisamment explicite pour formuler une suspicion claire, mais assez pour susciter une vigilance diffuse. Il observait les silences, les regards, les infimes variations dans l'attitude d'Ève. Sans encore établir de lien, il enregistrait ces éléments, comme autant d'indices en attente d'interprétation. Dans un autre espace, Alice Lombard tentait de retrouver un état d'équilibre après l'acte qu'elle venait de commettre. L'exécution du plan s'était déroulée sans accroc, conformément aux attentes. Pourtant, une tension persistait en elle, liée à la conscience de ce qu'elle avait déclenché. Ce type d'action ne s'efface pas immédiatement, même lorsqu'il est préparé avec rigueur. Elle savait que son rôle s'arrêtait à l'intervention elle-même. Elle n'aurait probablement jamais accès aux conséquences directes, ni au résultat final. Cette absence de retour constituait en soi une forme de vide, une incertitude qui prolongeait l'effet de son geste bien au-delà de son exécution. Au même moment, le réseau médical mobilisé autour de Clémence continuait de s'adapter à une situation fragile. L'épisode précédent avait laissé des traces, non seulement sur elle, mais aussi sur ceux qui l'entouraient. Alain, en particulier, se trouvait confronté à une double responsabilité, gérer l'état de Clémence tout en maintenant un équilibre dans sa vie personnelle. La réaction d'Elisabeth, bien que contenue, révélait un malaise croissant. Elle percevait l'implication d'Alain comme une mise à distance, une priorité accordée à une situation qui la reléguait au second plan. Ce type de tension, lorsqu'il n'est pas exprimé frontalement, tend à s'installer de manière durable, créant un déséquilibre progressif dans la relation. Clémence, quant à elle,
oscillait entre des phases de calme relatif et des moments de fragilité intense. L'épisode de la prise de médicaments, même limitée, révélait une dépendance toujours active. La vigilance restait donc essentielle, chaque instant pouvant représenter un nouveau point de rupture. Revenons au centre de l'événement. Dans l'établissement pénitentiaire, l'intervention autour de Nathalie Jiménez prenait une dimension critique. Les premiers gestes d'évaluation visaient à déterminer son état, à identifier les signes vitaux, à comprendre la nature du malaise. Rapidement, la gravité de la situation s'imposa comme une évidence. Le transfert vers une prise en charge médicale s'organisa dans l'urgence. Ce passage de la cellule à un environnement médicalisé marquait une nouvelle étape, où les compétences techniques allaient prendre le relais des constatations initiales. Mais à ce stade, une inconnue persistait, la cause exacte de cet effondrement. Cette absence de réponse immédiate ouvrait la voie à plusieurs hypothèses, dont certaines pouvaient rapidement orienter l'enquête vers des conclusions lourdes de conséquences. Dans l'appartement d'Ève, l'équilibre apparent commençait à se fissurer de manière imperceptible. Non pas à travers des gestes visibles, mais à travers une intensité croissante dans son regard. Ce qu'elle attendait approchait, elle le sentait. Il ne s'agissait plus d'une simple projection, mais d'une certitude imminente. Sabine, toujours étrangère à cette réalité, continuait d'occuper l'espace par sa présence chaleureuse. Elle représentait, sans le savoir, un ancrage dans une normalité qui n'existait déjà plus pour Ève. Manu, de son côté, restait en retrait, observant sans intervenir, fidèle à une posture qui lui permettait de capter sans perturber. La soirée avançait, et avec elle, la convergence progressive de tous ces éléments. Dans ce contexte, le mariage imminent de Boris et Muriel apparaissait presque comme une ligne narrative parallèle, évoluant dans une temporalité différente. Pourtant, ce projet continuait d'exercer une influence indirecte sur les décisions d'Ève. Il constituait l'un des déclencheurs de son basculement, l'un des symboles de ce qu'elle refusait d'accepter. Le fait que cette cérémonie puisse se dérouler sans elle, voire contre elle, renforçait encore ce sentiment d'exclusion. Cette perspective participait à la construction d'une logique où la vengeance devenait non seulement une réponse émotionnelle, mais aussi une forme de réappropriation. Dans l'établissement médical où Nathalie Jiménez était désormais prise en charge, les premières analyses commençaient à orienter les diagnostics. Les symptômes observés ne correspondaient pas à une simple défaillance naturelle. L'hypothèse d'une substance introduite dans l'organisme prenait progressivement de la consistance. Cette évolution transformait la nature même de l'événement. Ce qui aurait pu être interprété comme un accident devenait potentiellement un acte volontaire. Et dans ce cas, les implications dépassaient largement le cadre individuel pour entrer dans une dimension judiciaire. Ce basculement allait, inévitablement, déclencher une série de réactions en chaîne. À cet instant précis, Ève ne connaissait pas encore les détails de ce qui se passait, mais elle en ressentait les effets. Cette perception indirecte, presque instinctive, traduisait le lien profond qui s'était créé entre son action et ses conséquences. Elle n'était plus seulement spectatrice de sa propre vie. Elle en était devenue l'actrice principale, assumant désormais une trajectoire dont elle ne pourrait plus se détourner. Et alors que les premiers éléments d'une possible tentative d'empoisonnement commençaient à émerger, une nouvelle phase s'ouvrait, plus complexe, plus dangereuse, où chaque vérité découverte risquait d'exposer ceux qui pensaient encore rester dans l'ombre. À partir du moment où les premiers soupçons d'empoisonnement commencèrent à émerger autour du cas de Nathalie Jiménez, la dynamique des événements changea profondément. Ce qui relevait jusque-là d'une situation isolée, encore incertaine dans son origine, prenait désormais une dimension beaucoup plus structurée, où chaque élément devait être analysé, vérifié, relié à une cause possible. Dans l'environnement médical où elle avait été transférée, l'état de Jiménez restait critique. Les équipes présentes s'efforçaient de stabiliser ses fonctions vitales, tout en cherchant à identifier la substance responsable de son effondrement. Les symptômes observés orientaient de plus en plus vers une ingestion volontaire ou involontaire d'un produit altérant rapidement les capacités respiratoires et neurologiques. Cette hypothèse introduisait immédiatement une question essentielle. Comment une telle substance avait-elle pu lui être administrée dans un cadre aussi contrôlé que celui d'une détention ? Cette interrogation allait rapidement dépasser le cadre médical pour entrer dans celui de l'enquête. Dans l'établissement pénitentiaire, les premiers retours d'informations commencèrent à circuler. Les agents présents au moment de l'incident furent sollicités, les déplacements de la détenue reconstitués, et chaque détail de sa journée examiné avec précision. Le moment où Nathalie Jiménez avait quitté brièvement son poste pour récupérer le courrier attira particulièrement l'attention, car il constituait une fenêtre temporelle durant laquelle un acte extérieur aurait pu être commis.
Cette reconstruction progressive du fil des événements créait une tension nouvelle, car elle ouvrait la possibilité d'une intervention humaine, préméditée, organisée. Pendant ce temps, Alice Lombard, bien qu'éloignée de cette agitation, ne pouvait ignorer les implications potentielles de ce qu'elle avait fait. Même si elle n'avait aucun accès direct aux informations en cours de traitement, elle savait que la nature de son geste finirait inévitablement par susciter des interrogations. Cette conscience ne se traduisait pas par une panique visible, mais plutôt par une vigilance accrue, une attention renforcée à son environnement et à ses propres réactions. Elle devait continuer à se comporter normalement, à s'inscrire dans le quotidien sans laisser apparaître la moindre faille. Pourtant, dans ce type de situation, le simple fait de vouloir maîtriser son comportement pouvait devenir en soi un facteur de tension. Dans l'appartement d'Ève, la soirée avançait vers sa conclusion, mais une transformation subtile s'opérait. Ce qui avait commencé comme un moment ordinaire se chargeait désormais d'une densité particulière. Ève, toujours en apparence calme, ressentait intérieurement une montée progressive de tension. Ce n'était plus une attente abstraite, mais une anticipation concrète des conséquences. Sabine, fidèle à son rôle involontaire de témoin extérieur, ne percevait toujours rien de ce basculement. Elle continuait d'échanger avec Naturel, apportant une forme de légèreté qui contrastait avec la gravité réelle de la situation. Manu, quant à lui, restait attentif, captant des nuances, des silences, des regards qui échappaient à une observation superficielle. Il ne disposait pas encore d'éléments suffisants pour établir un lien direct, mais une intuition commençait à se former. Une sensation que quelque chose, dans l'attitude d'Ève, ne correspondait plus totalement à ce qu'il connaissait d'elle. Ce type d'intuition, chez lui, n'était jamais anodin. Dans un autre registre, les conséquences de l'incident impliquant Clémence continuaient de se faire sentir. L'épisode de la prise de médicaments avait laissé une trace durable, renforçant la nécessité d'un encadrement plus strict. Alain, pleinement conscient de la fragilité de la situation, ajustait son approche, cherchant à prévenir toute nouvelle dérive. Mais cette implication avait un coût. La relation avec Elisabeth, déjà fragilisée, entrait dans une phase plus tendue. Le sentiment d'être mise à distance, de ne pas être prioritaire, s'installait progressivement. Elisabeth, bien que ne formulant pas immédiatement cette frustration, la laissait transparaître à travers des réactions plus froides, plus distantes. Ce type de tension, lorsqu'il s'installe sans être traité, tend à s'enraciner. Parallèlement, le procès de Nathalie Jiménez approchait d'un moment décisif. Florent, malgré les difficultés rencontrées avec sa cliente, continuait de structurer sa défense autour du doute. Il savait que les 2 derniers jours seraient déterminants, que chaque détail pourrait influencer la perception des jurés. Cependant, si l'hypothèse d'un empoisonnement venait à être confirmée, l'ensemble de la stratégie pourrait être bouleversé. Une telle évolution introduirait de nouveaux éléments, susceptibles de redéfinir les responsabilités et de modifier la lecture globale de l'affaire. Cette incertitude renforçait la complexité de sa position. Dans le même temps, Boris et Muriel poursuivaient leurs préparatifs de mariage, inscrivant leur projet dans une temporalité de plus en plus proche. La perspective des 15 jours à venir donnait une forme concrète à leur engagement, mais elle s'accompagnait également d'une conscience des tensions familiales. L'absence probable d'Ève et de Catherine ne constituait pas un simple détail, mais le signe d'une fracture persistante. Ce mariage, censé représenter une union, devenait aussi un point de cristallisation des conflits. Pour Boris, la question de l'adoption de Thomas restait centrale. Il s'y investissait avec conviction, convaincu de faire ce qui était juste pour l'enfant. Pourtant, les remarques de Manu, les réactions d'Ève, la mémoire d'Eliott, tout cela formait un arrière-plan complexe, où chaque décision prenait une dimension symbolique. Revenons à l'enquête. Les premiers résultats médicaux concernant Nathalie Jiménez commencèrent à confirmer la présence d'une substance étrangère dans son organisme. Cette confirmation transforma définitivement la nature de l'événement. Il ne s'agissait plus d'un malaise inexpliqué, mais d'un acte potentiellement criminel. À partir de cet instant, l'ensemble des procédures allait évoluer dans ce sens. Les autorités pénitentiaires, en coordination avec les services compétents, engagèrent les premières étapes d'une investigation. Les interactions de Jiménez, ses déplacements, les objets avec lesquels elle avait été en contact, tout devait être analysé. La canette consommée avant son effondrement devint un élément central de cette reconstitution. Ce détail, en apparence anodin, contenait potentiellement la clé de l'ensemble. Dans l'appartement, Ève sentait que quelque chose venait de changer. Elle ne disposait pas encore d'informations concrètes, mais une forme de certitude s'imposait à elle.
Le processus qu'elle avait enclenché produisait désormais ses effets. Cette prise de conscience ne se traduisait pas par une émotion visible, mais par un recentrage intérieur. Elle ne pouvait plus revenir en arrière. Ce qui avait été fait appartenait désormais au passé, mais ses conséquences allaient s'inscrire dans le présent et dans l'avenir. Manu, en observant Eve à cet instant précis, perçut une modification subtile dans son regard. Une intensité nouvelle, difficile à définir, mais impossible à ignorer. Ce type de détail, pour lui, constituait souvent le point de départ d'une réflexion plus approfondie. Il ne posa pas de questions. Pas encore. Mais l'idée que cette soirée puisse ne pas être aussi ordinaire qu'elle en avait l'air commençait à s'imposer. Et alors que les éléments de l'enquête continuaient de se mettre en place, que les tensions personnelles s'intensifiaient, que les trajectoires individuelles se rapprochaient d'un point de convergence, une réalité devenait de plus en plus évidente, ce qui venait de se produire ne resterait pas sans conséquence. Le geste d'Ève, exécuté dans l'ombre, allait progressivement se révéler au grand jour, entraînant avec lui une série d'événements dont aucun des protagonistes ne mesurait encore pleinement la portée. À mesure que les premières confirmations médicales concernant Nathalie Jiménez se précisaient, l'affaire changeait définitivement de nature. L'identification d'une substance étrangère dans son organisme ne laissait plus de place au doute, ce qui s'était produit relevait d'un acte intentionnel. Cette certitude introduisait une nouvelle phase, plus structurée, où chaque détail devenait une pièce potentielle d'un puzzle complexe. Dans l'établissement médical, les équipes poursuivaient leurs efforts pour stabiliser l'état de la détenue. Même si son pronostic restait incertain, certains signes indiquaient que son organisme réagissait encore. Cette évolution maintenait une forme d'espoir, tout en laissant planer une incertitude lourde de conséquences. Car si elle survivait, elle pourrait témoigner. Et si elle témoignait, elle pourrait orienter l'enquête dans une direction précise. Dans l'établissement pénitentiaire, la reconstitution des faits avançait avec méthode. Les horaires, les déplacements, les interactions étaient passés au crible. Le moment où Nathalie Jiménez avait laissé sa canette sans surveillance apparaissait désormais comme un point central. Cette simple absence, de quelques instants seulement, constituait la fenêtre durant laquelle tout avait pu se jouer. Ce détail, en apparence insignifiant, prenait une importance déterminante. Les agents chargés de l'enquête interne s'attardaient sur les personnes présentes à proximité à ce moment précis. Les regards se croisaient, les souvenirs étaient interrogés, les gestes remémorés. Dans ce type de situation, ce ne sont pas seulement les faits qui comptent, mais aussi les impressions, les anomalies, les comportements inhabituels. Alice Lombard, bien qu'elle ne soit pas encore directement inquiétée, se trouvait désormais dans un environnement où chaque mouvement pouvait être interprété. Elle continuait à adopter une attitude mesurée, conforme à ce que l'on attendait d'elle, mais la tension intérieure ne disparaissait pas. Elle savait que l'enquête progresserait, que les éléments finiraient par se recouper, et que la discrétion dont elle avait fait preuve au moment de l'acte serait mise à l'épreuve par le temps. Cette attente constituait en elle-même une forme de pression. Pendant ce temps, Ève se trouvait dans une phase de transition intérieure. Le passage à l'acte avait produit un effet immédiat, celui de rompre avec l'impuissance. Mais cette rupture ne signifiait pas un apaisement. Au contraire, elle ouvrait un espace nouveau, où les conséquences devenaient la principale source d'incertitude. La soirée avec Manu et Sabine s'achevait, mais ce moment laissait derrière lui une trace particulière. Ève avait réussi à maintenir les apparences, à s'inscrire dans une normalité qui n'existait déjà plus pour elle. Cette capacité à compartimenter révélait une évolution profonde de son état psychologique. Elle n'était plus simplement une mère en deuil. Elle était devenue quelqu'un capable d'agir, de planifier, d'assumer. Lorsque Sabine quitta les lieux, l'atmosphère changea légèrement. L'absence de ce regard extérieur modifiait l'équilibre. Manu, désormais seul face à Ève, percevait plus clairement les nuances de son comportement. Il ne formulait pas encore de conclusion, mais son attention se faisait plus précise. Il observa ses silences, la manière dont elle évitait certains sujets, la tension discrète dans ses gestes. Rien de suffisamment explicite pour justifier une confrontation, mais assez pour nourrir une réflexion. Ce type d'observation, chez lui, s'inscrivait dans une logique professionnelle autant que personnelle. Dans un autre espace, les conséquences de l'incident impliquant Clémence continuaient de se déployer. La crise qu'elle avait traversée révélait une fragilité persistante, nécessitant un encadrement renforcé. Alain, conscient des enjeux, tentait de maintenir un équilibre entre son rôle de médecin et ses engagements personnels. Mais cet équilibre devenait de plus en plus difficile à tenir. Elisabeth, de son côté, voyait cette implication comme un éloignement.
Elle ne formulait pas directement son mécontentement, mais ses réactions traduisaient une frustration croissante. Cette distance, même implicite, modifiait la dynamique de leur relation, introduisant une tension qui risquait de s'accentuer avec le temps. Parallèlement, le procès de Nathalie Jiménez se trouvait désormais suspendu à une variable imprévue. Si l'empoisonnement était confirmé comme un acte criminel, cela pourrait influencer la perception de l'ensemble de l'affaire. Florent, dans ce contexte, devait adapter sa stratégie. Il continuait de miser sur le doute, mais ce doute prenait désormais une dimension différente. Il ne s'agissait plus seulement de contester les faits, mais de comprendre comment un nouvel événement pouvait redéfinir les responsabilités. Cette complexité ajoutait une pression supplémentaire. Pendant ce temps, Boris et Muriel poursuivaient leurs préparatifs, tentant de maintenir une trajectoire stable malgré les tensions environnantes. Le mariage, prévu dans un délai court, représentait pour eux un point d'ancrage. Une manière de construire quelque chose de solide, malgré les incertitudes. Cependant, cette construction reposait sur un terrain instable. L'absence annoncée d'Ève et de Catherine ne constituait pas seulement une déception, mais un symbole. Celui d'une rupture, d'un désaccord profond, d'une impossibilité à réunir les différentes parties autour d'un même projet. Pour Boris, la question de l'adoption de Thomas restait centrale. Il s'y investissait avec conviction, persuadé de faire ce qui était juste. Mais il ne pouvait ignorer totalement les implications émotionnelles de cette décision. La mémoire d'Elliot, la douleur d'Ève, tout cela continuait d'exister en arrière-plan. Ce contexte rendait chaque décision plus lourde de sens. Revenons à l'évolution de l'enquête. Les analyses approfondies confirmèrent que la substance présente dans l'organisme de Nathalie Jiménez correspondait à un médicament détourné de son usage normal. Cette information permettait d'orienter les recherches vers une source précise, réduisant progressivement le champ des possibles. La canette, désormais identifiée comme vecteur potentiel, devenait une pièce centrale. Les examens réalisés sur cet objet pouvaient révéler des traces, des indices, des éléments permettant de remonter jusqu'à l'origine de l'altération. Cette phase marquait le passage d'une hypothèse à une investigation ciblée. Dans ce contexte, chaque personne ayant été en contact, direct ou indirect, avec cet objet se trouvait potentiellement concernée. Cette réalité allait progressivement faire émerger des tensions, des interrogations, des soupçons. Dans l'appartement, Ève ressentait ce basculement sans en connaître encore les détails. Elle percevait que quelque chose était en train de se structurer, que les conséquences de son acte prenaient forme dans un espace qu'elle ne contrôlait plus. Cette perte de contrôle partiel constituait une nouvelle épreuve. Elle avait agi pour reprendre la main, pour sortir de l'impuissance. Mais désormais, elle devait faire face à une réalité différente, celle où ses actions produisaient des effets qu'elle ne pouvait ni anticiper totalement, ni maîtriser entièrement. Manu, en la raccompagnant dans ce moment de fin de soirée, continua d'observer. Il ne posa pas de questions directes, mais son regard traduisait une attention soutenue. Il savait que certaines vérités ne se révèlent pas immédiatement, qu'elles nécessitent du temps, de l'espace, des éléments supplémentaires. Mais une chose était certaine. Quelque chose avait changé. Et alors que la nuit avançait, que les différents protagonistes se retrouvaient seuls face à leurs pensées, une tension commune se dessinait, reliant leur trajectoire sans qu'ils en aient encore pleinement conscience. Ce qui avait commencé comme un acte discret, presque invisible, s'inscrivait désormais dans une dynamique plus large, où chaque révélation future risquait de redéfinir les positions, les alliances et les responsabilités. Au lever du jour suivant, Montpellier semblait avoir retrouvé son rythme habituel, comme si les événements de la veille n'avaient laissé aucune trace visible dans la vie quotidienne. Pourtant, derrière cette apparente normalité, une série de transformations profondes s'était enclenchée, prête à modifier durablement l'équilibre entre les différents protagonistes. Dans l'établissement médical, l'état de Nathalie Jiménez restait au centre de toutes les attentions. Les équipes continuaient de surveiller ses fonctions vitales avec une rigueur extrême, conscientes que chaque évolution, aussi minime soit-elle, pouvait orienter la suite des événements. Si son organisme montrait certains signes de résistance, rien ne permettait encore d'affirmer qu'elle était hors de danger. Cette incertitude maintenait une tension constante. Car au-delà de la question de sa survie, un autre enjeu se dessinait déjà, celui de la parole. Si Nathalie Jiménez retrouvait conscience, elle pourrait livrer des éléments déterminants. Elle pourrait se souvenir de ses derniers instants, des sensations ressenties, des détails perçus avant de s'effondrer. Et dans ce cas, l'enquête prendrait une direction beaucoup plus précise. Dans l'établissement pénitentiaire, les investigations se poursuivaient avec une intensité croissante.
Les témoignages étaient recoupés, les horaires comparés, les incohérences relevées. Chaque élément, même insignifiant en apparence, pouvait devenir une clé. La canette, désormais identifiée comme support probable de l'empoisonnement, faisait l'objet d'analyses approfondies. Les résultats attendus pouvaient confirmer la présence de traces extérieures, orienter les recherches vers un contact spécifique, réduire progressivement le cercle des personnes concernées. Ce processus, lent mais méthodique, rapprochait inexorablement la vérité de la surface. Pendant ce temps, Alice Lombard continuait d'évoluer dans cet environnement sous tension, consciente que chaque minute qui passait augmentait le risque d'exposition. Elle ne disposait d'aucune information précise sur l'état de Jiménez, ni sur l'avancement exact de l'enquête, mais elle savait que le simple fait que l'événement ait été identifié comme un empoisonnement changeait tout. Ce n'était plus un acte invisible. C'était un fait à expliquer. Cette réalité imposait une discipline intérieure constante. Chaque geste, chaque regard, chaque interaction devait rester parfaitement maîtrisée. Pourtant, malgré cette vigilance, une fatigue psychologique commençait à s'installer, liée à la nécessité de maintenir une façade sans faille. Dans un autre espace, Eve se retrouvait seule face à elle-même, confrontée aux conséquences de son choix. Le calme apparent qu'elle avait affiché la veille ne pouvait plus suffire à contenir la complexité de ce qu'elle ressentait désormais. Elle avait agi. Et cet acte, qu'elle avait pensé comme une réponse, une forme de justice personnelle, ouvrait en réalité une série de questions auxquelles elle ne pouvait pas encore répondre. Elle ne savait pas si Nathalie Jiménez allait survivre. Elle ne savait pas comment l'enquête évoluerait. Elle ne savait pas jusqu'où cette situation pourrait aller. Mais une chose était certaine. Elle ne pouvait plus revenir en arrière. Cette prise de conscience ne se traduisait pas par de la panique, mais par une forme de lucidité nouvelle. Elle comprenait que ce qu'elle avait enclenché dépassait désormais sa propre volonté. Les événements allaient suivre leur cours, indépendamment de ce qu'elle souhaitait. Dans ce contexte, la relation avec Manu prenait une dimension particulière. Il représentait à la fois un repère, un lien avec une forme de normalité, mais aussi un danger potentiel. Car en tant que policier, il finirait tôt ou tard par être confronté à cette affaire. Et ce jour-là, il devrait faire un choix. Manu, de son côté, continuait d'observer les évolutions avec une attention accrue. Les informations concernant Nathalie Jiménez commençaient à circuler, et la mention d'un possible empoisonnement éveilla immédiatement son intérêt professionnel. Ce type de situation ne relevait jamais du hasard. Sans encore établir de lien direct, il se mit à réfléchir. À reconstituer. À analyser. Et dans ce processus, certains éléments récents, certaines attitudes, certains silences prirent une nouvelle signification. Rien de concret, mais suffisamment pour alimenter une vigilance. Dans un autre registre, la situation de Clémence continuait d'évoluer, marquée par une fragilité persistante. L'épisode précédent avait mis en évidence la nécessité d'un encadrement plus strict, et Alain ajustait désormais son approche en conséquence. Mais cette implication renforçait la distance avec Elisabeth. Leur relation entrait dans une phase où les non-dits devenaient plus lourds que les paroles. Elisabeth ressentait une forme d'abandon, une impression de ne plus être au centre des priorités. Cette perception, même implicite, modifiait la dynamique entre eux. Ce type de fracture, lorsqu'il s'installe, tend à s'élargir avec le temps. Pendant ce temps, Boris et Muriel continuaient d'avancer vers leur mariage, portés par une volonté de construction malgré les tensions. La date approchait, rendant leur engagement de plus en plus concret. Mais cette avancée ne se faisait pas sans résistance. L'absence annoncée d'Ève et de Catherine restait un point sensible, un symbole des divisions qui persistaient. Ce mariage, censé unir, révélait en réalité les fractures existantes. Pour Boris, l'adoption de Thomas demeurait un projet central, porteur de sens. Il y voyait une manière d'assurer la stabilité de l'enfant, de lui offrir un cadre solide. Pourtant, il ne pouvait ignorer totalement la dimension émotionnelle de cette décision. La mémoire d'Elliot, la douleur d'Ève, tout cela continuait d'exister en arrière-plan. Et dans cet équilibre fragile, chaque choix prenait une importance particulière. Revenons au point de convergence. L'enquête autour de Nathalie Jiménez, désormais clairement orientée vers un empoisonnement, allait progressivement révéler ses implications. Les analyses, les témoignages, les recoupements finiraient par dessiner une trajectoire, reliant les faits entre eux. Ce processus ne serait ni immédiat, ni linéaire. Mais il serait inévitable. Et à mesure que la vérité se rapprocherait, les masques tomberaient. Les rôles se redéfiniraient.
les alliances se fragiliseraient. Eve, au cœur de cette dynamique, devait désormais assumer une réalité nouvelle, celle d'avoir franchi une limite dont les conséquences allaient dépasser largement le cadre de sa propre douleur. Ce qu'elle avait considéré comme une vengeance prenait désormais la forme d'un événement aux répercussions multiples, touchant bien au-delà de sa cible initiale. Et alors que la journée avançait, que chacun reprenait ses activités, que les apparences continuaient de masquer les tensions, une question persistait, plus forte que jamais. Nathalie Jiménez survivrait-elle, ou bien cet acte marquerait-il un point de non-retour irréversible pour tous ceux impliqués dans cette affaire ?